Bonjour, bonsoir, on est un peu à l'entre-deux. Joie que de présenter ce soir Alexandre. Alexandre, on s'est rencontrés il y a 2 ans dans un salon littéraire. C'était entre midi et 2, il n'y avait pas grand monde, donc on a beaucoup parlé. C'était à l'époque de... Murmuration des heures claires. Oui. Et toi, Murmuration. Exactement. Mais donc je suis repartie avec les heures claires. Et ce que Alexandre sait peu, finalement, je crois que je ne te l'ai pas vraiment raconté, mais c'est que quelques semaines plus tard, je lisais ces heures claires à la Roseraie, à Saint-Maurice-de-Bénaud, dans l'Ain, dans une maison de retraite. Et j'ai passé la soirée avec Alexandre, sans lui, mais en la compagnie de ses mots. Et je me souviens combien ils ont touché par sûrement l'humanité qui est contenue dans tes fragments, dans tes instantanés, et puis cette écriture qui me touche profondément, car je la trouve infiniment poétique, et tu sais mon goût pour la poésie. Donc voilà, et donc joie de se retrouver ce soir autour de Béroz et moi, et de Belgique. On commencera par Belgique. Ok, oui. Voilà, je commence par Belgique. Belgique que vous évidemment connaissez, édité chez Caire Éditions, et qui donne la possibilité à un auteur, un écrivain, une écrivaine, de proposer sa propre vision du pays. Mais chez toi, cette Belgique devient presque intérieure, mouvante et polyphonique. C'est ça vraiment qu'on va voir. Et ma première question, Alexandre, sera: qu'est-ce que ce pluriel de Belgique, finalement, rendait possible pour toi ? Oui, déjà, Belgique, il y a un sous-titre, c'est tragicomédie. Mais je me suis rendu compte, au cours de l'écriture, que j'étais plus dans le trait d'union entre tragique et comique. Et ça me vient de mes parents. Et c'est un peu comme le bouchon de liège de Rimbaud qui flotte, mais qui n'est ni pas vraiment dans le tragique, ni dans le comique. Mais vraiment sur le trait d'union. C'est assez particulier, c'est ce que j'ai vécu avec mes parents, qui ont des parcours différents, puisque ma mère, c'est l'immigration sicilienne, c'est la Sicile, c'est la misère après la défaite de Mussolini. Et puis mon père, ce sont des massacres en Ukraine, et c'est tout un parcours qui l'amène en Belgique en tant que résistant. Mais le point commun, et ce qu'ils m'ont légué, c'est certainement... Je dirais, le mot n'est pas trop fort, mais l'amour, ils étaient fiers de la Belgique, ils aimaient ce pays. Et quand la famille venait de Sicile, ils étaient fiers de montrer Bruges. Enfin. Et donc, ça, c'était très ancré, le respect et l'affection pour le pays d'accueil. Et sans doute qu'en dessous, ça a travaillé quand je me suis dit, quand Vincent Engel m'a demandé de voir si je pouvais écrire sur un Belgique, j'ai pensé à ça. Donc, cette notion de... Et puis, donc, il y a le mot qui relie les 2 livres, c'est certainement ludique, parce que ça fait là déjà 50 ans que j'écris, un demi-siècle. Hein, Pierre, je vois Pierre, là, qui m'a connu à tous mes débuts, là où j'étais proche d'Achille Chavet, enfin, c'est une autre époque à la Louvière, et donc 50 ans dans les latins, comme on dit. Mais donc, c'est sans doute les 2 livres les plus ludiques, parce que j'avais pas de plan, et je suis donc parti comme ça. Et donc, pour le Belgique, ce sont plutôt des micro-nouvelles. Hein. Et des micro-nouvelles où je me mets dans la peau de personnages complètement divers. Ça peut être une femme, une professeure de physique, un petit garçon de 14 ans, un veuf solitaire, un chat, oui. Juste Françoise Hardy aussi, pourquoi pas. Pourquoi pas Françoise Hardy. Hein. Sinon, au niveau géographique, je pars de la cantine des Italiens, mais on va en parler. C'est pas par hasard. Non. Plus c'est du vécu, ce que je parle, ce que je raconte. Pour ceux qui ne savent pas, la cantine des Italiens, ce sont des baraquements de l'immigration près du canal du Centre à la Louvière, hein, qui recevaient les ouvriers qui venaient pour le charbonnage et pour Boel, hein, les usines Boel.
Sinon, parfois je fais des crochets, je parle d'un film qui est finalement tellement actuel, Une journée particulière, qui est un film mythique de Torres Scola. Et donc, il y a ce film renvoie à mon passé et aussi à mon présent, et aux dangers qui planent sur nous. Hein. Sinon, on passe de la mer du Nord à la baie d'Orval, enfin bon. Avec des petits tours en Italie aussi. Et des petits tours en Italie, oui. Il y a quand même quelque chose dans cette galerie de personnages que tu campes et que tu peins, un rapport à la fragilité. Qu'est-ce qu'elle vient, comment elle trouve sa place, et qu'est-ce qu'elle dit aussi du peut-être besoin d'accueillir. Tu parlais de terre d'accueil, mais aussi l'accueil en soi de ses propres fragilités. Oui, parce que déjà s'accueillir soi-même en réfugié nous ouvre la possibilité d'abriter autrui. Et d'ailleurs, la dernière phrase de Belgique, c'est « Notre pays, c'est la vie ». Et donc la fragilité, pour moi, c'est un rapport, c'est lié à la force. Hein. Je pense que les gens qui se croient forts, la fragilité et la force sont deux choses qui se tutoient tout le temps. Voilà. Alors, Martine disait que dans ses récits, il y avait beaucoup du soi, du jeu auteur. Où est-ce que tu te places dans cette galerie ? Pour Belgique, c'est facile puisque là, le côté ludique, c'est de me mettre dans la peau de d'autres personnages. Ça m'était plus arrivé depuis mes romans, notamment au Dilettante ou chez Flammarion, et ça m'a pas mal amusé. Pour Béraud, c'est complètement autre chose. Hein. Oui, c'est un autre livre. Oui, j'étais encore sur ce... Il y a beaucoup de déplacements, beaucoup de mouvements à l'intérieur de la Belgique, mais pas que. Donc on ressent tous les mouvements de l'émigration. Je me demandais que représentait finalement cette géographie. Est-ce qu'il n'y a pas de l'ordre de la géographie aussi sentimentale dans ce voyage que tu nous proposes ? Bien sûr, puisque... Ou alors on voyage sans voyager... comme on collectionne des destinations, des blasons, ou alors on voyage, mais c'est toujours intérieur. Et en Belgique, on a de la chance. Il y a beaucoup d'endroits différents. Donc, voilà. On va peut-être commencer les lectures. Tout à fait. Vous verrez comment... Puisqu'il y a 2 livres et je ne veux pas dépasser. Comment en quelques pages, quand même, tu es capable de planter un décor, une situation, le caractère d'un personnage et souvent une question philosophique quand même. Voilà, le texte que je vais lire, je l'ai lu devant 250 personnes il y a peu, où j'étais invité à lire un texte avant le passage de Simon Gronowski. C'était près de l'abbaye de Bonne-Espérance, dans la campagne de Binge. Simon qui après est arrivé au piano avec une contrebasse, une batterie et une clarinette extraordinaire, Simon Gronowski. Voilà. Voilà où j'en suis. J'aimerais retrouver le premier bain de forêt. J'aimerais revivre la danse des Cheyennes du premier camp scout, les tarentelles, le tourbillon du klezmorim, la petite gaïole à Julos Bocarne, les mariages ratés, les enterrements réussis. Je souhaiterais reprendre la route à Kerouac alors que je me dirige vers la cafetière en marchant comme un vieux chat. C'est vrai que j'ai encore envie d'aller voir un peu plus loin si j'y suis. Et pour moi, le fiston de la pluralité culturelle, l'identité, est ce mouvement incessant à l'intérieur de soi. Je suis qui je suis parce que je ne suis plus qui j'étais. Intuitivement d'abord, plus consciemment ensuite. Je me suis tenu à distance de l'identité figée, encore davantage de la simplifier. Manipulable, elle ne voit que des étrangers, une race à combattre.
Face à la tempête, au retour de Anne, je m'accroche à la rambarde. J'essaye de rester sur le pont. J'aimerais relire ce que referment mes poings, ma rage. J'aimerais continuer de porter la douceur en valeur suprême. Voilà où j'en suis. J'enchaîne. En cours. J'habite rue des Landernemont. Je ne trouve pas ce qu'il y a de laid dans ce relief de prairie, mais je ne suis pas historienne de rue. J'étais cardiologue, là je suis retraitée. Je vis seule, mais il m'arrive de sortir avec un homme, d'être en compagnie. Notamment avec Charles, un homme, un être intelligent et bon, pas une bonasse. Un type sur qui on peut compter. Mais je ne désire plus partager mon toit avec qui que ce soit, mis à part mon cheval, qui ne dort pas dans ma chambre. C'est moi qui, parfois, la nuit, dans l'écurie, près de lui. Quand j'ai une crise, les crises sont devenues plus rares, des traumatismes d'enfance. Je ne désire pas en parler ici. Je vais mieux, le fruit d'un travail. J'ai aussi souffert du syndrome de l'abandon. À chaque fois que j'étais quittée, je me mordais le pouce, la chair à vif, et je me passais continuellement la main dans les cheveux. Je vais mieux, il est rare maintenant que je passe la nuit entière dans l'écurie à l'arrière de la maison, située près de l'abbaye de Maredret. Pardon, je vois... Ça vous ennuie si je me lève parce que je... Oui, vas-y. Située près de l'abbaye de Maredret, construite il y a 130 ans sous l'impulsion d'Agnès de Hermitage. Une dame de haute naissance qui la développera avec 7 sœurs bénédictines. Rien à voir avec les 7 mains. Le chiffre 7 a déjà fait couler beaucoup d'encre sur des enluminures et dans divers textes sacrés issus de toutes les religions. Je ne vais pas ici en remettre une couche. Même si le choix de cette maison n'est pas un hasard, elle correspond à mes attentes et aussi en quelque sorte à mes valeurs. Je me souviens, j'ai 11 ans. Je traverse une épreuve et j'envisage la pédiatrie en futur métier. Mes études avancent et le fruit de chaque petit choix posé m'incitera finalement à tenter la cardiologie. Mais j'échoue à l'examen 9 sur 20 et je n'essaye même pas de le représenter. Je passe néanmoins un autre examen pour obtenir la moyenne. Puis je me tourne vers la médecine générale. Consciente de mes lacunes, c'est vraiment un problème. Je me suis contrainte à un stage de cardio au sein de l'hôpital régional. La rencontre avec 2 cardiologues du service me ramène au cœur. Le premier s'est suicidé avant mon concours, le second l'a fait quelques années plus tard. C'est quand je suis revenue dans mon hôpital régional, cette fois avec une cardiologue derrière moi. Ils étaient là, les 2 cardiologues de mon stage, dans le rétroviseur du temps. Le cœur me fascine et j'ai un véritable amour pour ce bout de chair qui, inlassablement, nuit et jour, dans la plus grande discrétion, bat sans cesse pour nous garder en vie. Jamais il ne se repose, toujours en mouvement. Quand je faisais une échographie, j'étais à la fois sur l'acte technique et dans la conscience que sur l'écran, c'était une âme qui respirait. Tu imagines, dans le ventre de sa maman, l'embryon ne fait pas encore 5 mm que le cœur bat déjà. 5 semaines après la fusion des gamètes. Les pathologies suscitaient chez moi à la fois la recherche de la meilleure réponse médicale et mon besoin de consoler. Je passe à la cantine. La cantine des Italiens. La cantine des Italiens est située après l'ascenseur numéro 1 du canal du centre historique. C'est un lieu chargé d'histoire. Pas la cité ouvrière modèle, pas de coron, pas de maison en briques rouges avec un toit, non, seulement des baraquements construits entre 1946 et 1947. C'est là qu'étaient logés les immigrés italiens embauchés pour travailler dans le charbonnage et aux usines Weil de la Louvière. Ce lieu est un des témoins de l'immigration massive qui servait à pallier le manque de main-d'œuvre dans l'après-guerre. Les témoins de cette époque, les grands-parents de Luca, ne sont plus là depuis longtemps, mais quand ses parents viennent en Belgique, ils aiment prendre un verre dans la brasserie-restaurant de la cantine, dont le jardin plonge dans l'eau du canal.
Dans ce miroir, l'histoire s'entremêle à l'histoire personnelle. Luca vit dans le nord de l'Italie, il a 16 ans, il est chaud. Il termine une chimiothérapie. Avant la maladie, ce jeune garçon sensible et sociable faisait partie de l'équipe de foot locale. Il a des envies et des rêves qui chantent dans la tête comme les oiseaux affamés dans un cerisier à la saison des fruits. La maladie frappe et tout s'arrête? Pas toujours. À la fin du traitement, Luca se met peu à peu à recoudre les liens sociaux devant son ordinateur avec ses copains et ensuite sur le terrain de foot. C'est la première fois qu'il rejoue. L'entraîneur était au courant de son parcours à l'hôpital. Luca est sur le banc des réservistes. Le match est important. Nous sommes à la fin de la saison. Le classement de la tête est serré. Une défaite, un match nul feront l'obstacle à l'objectif que l'équipe s'est fixé. Une montée en division supérieure. Bref, la victoire ou rien. La partie est agitée et équilibrée. Les deux équipes sont au coude à coude. Nous sommes dans le dernier quart d'heure, toujours égalité au score. L'entraîneur décide de mettre son attaquant réserviste dans le jeu. C'est la première fois que Luca monte sur le terrain, depuis sa maladie. Luca s'échauffe le long de la ligne du terrain, sous l'œil inquiet de ses parents et de sa famille. Ils sont dans le stade. L'arbitre siffle, le changement de joueur s'opère. Luca entre dans le jeu. Ses premières touches de balle sont compliquées et ça s'annonce mal. Mais au fond, tout le monde se dit, y compris l'entraîneur, même si l'équipe ne gagne pas le match, Luca, lui, aura gagné son propre match contre la maladie. Et il y a un but. Alors cette histoire, quand la mère de Luca l'a lue, elle s'est mise à pleurer, donc c'est du vrai. Oui. Voilà. Et ça, tu le dis bien, je trouve que c'était... Bon, je ne vais pas aller jusqu'au bout de cette... Dans les vestiaires, les copains, tout le monde était en larmes. On n'invente pas une telle histoire, c'est ce que tu Non. dis. On n'invente pas la cantine des Italiens comme on n'invente pas l'histoire de Luca. Voilà. Voilà pour Belgique. On passe à la suite, mais moi, Oui. si on reste là, je suis contente, parce que vous voyez que j'ai besoin d'éclairage vif pour lire. On finira avec Camus après, à la fin. Alors, Ouais. d'accord. Donc on enchaîne sur Béroz et moi. Voilà. Alors, le calendrier fait que ça sort en même temps. Évidemment, ce n'est pas la même chose, même si c'est traversé toujours un petit peu de tes questions profondes sur également la place qu'on s'ouvre, qu'on s'offre, qu'on se choisit, même sur le terrain de la littérature. Ça fait partie aussi de tes sujets. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce Béroz et moi? Comment tu l'as construit? Quelle a été l'impulsion de départ pour initier cette nouvelle narration? Alors déjà, Belgique, c'était des micro-nouvelles. Oui. Béroz, c'est ce que mon éditrice a appelé les instantanés. Je regarde Rémi. Elle a raison, c'est les instantanés littéraires, c'est un peu des polaroïdes. Comme si on feuilletait un album photo avec un polaroid à chaque page. Et donc, c'est pas un calcul, ça m'est venu comme ça avec les heures claires et j'ai poursuivi. Béroz, mais là encore, il y a le mot ludique qui fait charnière avec Belgique, dans le sens où j'avais pas vraiment de plan, je savais pas trop où y aller, j'avais quelques instantanés. Et puis, mon épouse est cinéphile, elle a une culture cinématographique et on voit un film, on revoit un film de Woody Allen qui s'appelle La Rose courte du Caire et où Mia Farrow joue une serveuse à New York qui tire le chariot parce qu'elle a épousé un mari glandeur enfin, c'est la galère et entre deux pauses elle va voir toujours le même film à la même salle et puis ce film c'est La Rose courte du Caire et puis c'est un film en noir et blanc. Et à un moment donné, un personnage sort de l'écran, on passe en couleur, et là on part dans complètement autre chose. Et le lendemain, après avoir vu ce film, dans mon texte, il y a Béroz qui déboule, donc, et qui ne va plus me lâcher. Non, c'est ça. Et je me suis vraiment bien amusé avec ce texte, parce qu'il n'arrête pas de me contredire, de prendre le contre-pied. Donc, voilà.
Donc en effet, côté ludique, il y a quand même dans Bérose et moi une partie introspective quand même relativement importante. Ce jeu est très présent, même s'il est taquiné toujours par, voilà, par ce Bérose. Oui, il y a un côté introspection, mais notre présidente le sait, ça fait plus de 20 ans maintenant, même plus, que je relis Montaigne, donc ce côté introspection, mais qui donne sur l'universel, toute proportion de garder, mais surtout ce que Montaigne appelle, dans sa manière de penser, assaut et agambade. Donc, où il n'y a pas, c'est pas une philosophie de concept comme Spinoza. Montaigne, c'est quelqu'un qui est un philosophe très humain et qui est justement dans le mouvement tout le temps. Oui, c'est ça, on sent l'agitation de la question. Tu ne cherches pas forcément à nous donner une réponse. Assaut et agambade, et puis voilà. Et ça a autant de rythme qu'une partition de jazz. Tu nous en parles un petit peu de ta passion du jazz et comment elle nourrit ton écriture? Mais là, ça fait quand même quelques décennies. Je suis dans un triangle où j'essaye de marcher tous les jours. Puis j'écris dans un journal depuis presque, encore, ça me revient, 50 ans, je ne reviens toujours pas, quotidien, mais qui n'est pas forcément destiné à la publication. C'est écrire comme un pianiste fait des gammes, pas forcément pour enchaîner un concert, mais pour respirer. Et puis le jazz, beaucoup de jazz tous les jours, depuis tellement longtemps, mais beaucoup plus maintenant des trios, piano, contrebasse, batterie. Pour ça, j'étais touché par ce que Simon Bronowski a fait la semaine passée. Voilà, à l'âge qu'il a, voilà. Donc le jazz. Le jazz. Le jazz qui offre une grande liberté. Et qui répond au saut et à gambade de Montaigne, parce qu'il y a une part d'impro dans le jazz. Il y a un thème, il y a un axe, et puis après on part. Alors, il y a quand même une unité, enfin il y a un début, enfin il y a quand même un déploiement de la narration quelque part. Est-ce que donc le terme d'instantané est celui trouvé, il n'y a pas de volonté d'imaginer ça comme un roman du tout? C'est vrai que Bérose, finalement, il y a un personnage, il est là du début, presque du début à la fin. Donc c'est ce que mon éditrice a dit. C'est pour ça qu'elle l'a mis dans cette nouvelle collection, Brève du soir, parce que effectivement, ce ne sont pas des nouvelles. En même temps, ça pourrait être un roman, mais ce n'est pas tout à fait un roman. Et c'est bien, elle a ouvert dans son catalogue une nouvelle collection pour des textes un peu qui ne rentrent pas vraiment dans un tiroir. Mais il y a Le jeu est un autre de Rimbaud, j'en parle à la fin, avec un clin d'œil à mon autre auteur fétiche, que j'ai pratiquement tout lu, c'est Eri De Luca, que j'ai parfois lu en italien et qui est quelqu'un avec qui je me sens en compagnie, dans le sens de compagne, dans le mot compagne, il y a le copain avec qui on partage le pain. Et c'est vraiment cette impression qui me fait quand je lis Eri De Luca, voilà. On plonge dans le texte? Oui. Voilà. Donc moi ce sera de nouveau très court. Voilà. Est-ce que tu veux, comme moi je fais le tout début, est-ce que je commencerai pas? Oui, et tu me lances après sur le... Tu as raison. Bérose se réveille. Sa couche a un empilement de paille étalée sur une longue pierre plate légèrement surélevée. Il observe l'ombre projetée sur le mur. Nous sommes en Chaldée, Irak actuel, à la périphérie de Babylone, en l'an 300 avant Jésus-Christ. L'ombre, par sa forme, lui rappelle une silhouette, celle de la femme aux yeux verts, une errante rencontrée la veille aux aurores, près du point d'eau. C'est ce jour-là que Bérose invente le scafé, qui signifie barque, constitué d'une demi-sphère creuse avec un gnomon, une tige placée en son centre, et dont l'ombre portée par la lumière solaire indique l'heure. Avec cette invention, l'astronome chaldéen se met à tout jamais à l'abri de la ringardise, car son scafé anticipe déjà nos montres actuelles, sphériques, avec des aiguilles en leur centre. Son cadran solaire sera à la fois un compteur de jour, un compteur de temps. Un instrument simple et silencieux qui se contente de lumière et d'ombre. Tout ce qu'il nous faut
pour une bonne prise de vue. Poussés par le vent, des buissons roulent sur le sable dans un nuage de poussière. Béraud se retourne et d'un air sérieux, presque solennel, il me demande « T'es qui, toi ?» Qui suis-je ? Y répondre, c'est consentir à une réponse figée non évolutive. C'est vouloir emprisonner une identité toujours en fuite. Aucun autoportrait n'épuisera le sujet. Mais si on parle de qui je suis dans ce texte, alors disons que je suis en trio, auteur, narrateur, personnage, piano, contrebasse, batterie. Nous improvisons sur diverses réalités, la scientifique prouvée, tangible, et celle qui passe par nos filtres, qui dépend de notre rapport au réel. Ce réel qui donne à la réalité son unité, sa solidité. La terre est ronde. Et moi, je ne le suis pas encore. Malgré une bouteille de vin bien entamée, un Suze Larousse. Et non un Suce Larousse, me précise Desroses, qui déboule d'on ne sait où. Un personnage qui, je le crains, n'est pas disposé à repartir aussi vite qu'il est venu. Cet inconnu qu'on n'a pas invité, et qui va en profiter pour se taper un buste. J'y vais. T'y vas. Impeto. La conscience, cette science de soi, à ce qui nous entoure. S'en foutre ou vivre dans sa bulle. Notre conscience fuit l'asphyxie. Elle permet de répondre de ce qu'on est et de tout ce qu'il y a d'inhumain en nous. Sans ça, bernique et nique ta mère. Là où siègent les extrêmes. L'écriveur est un petit trafiquant de nuances, mais le livre reste un bon refuge pour cabrer la nuance et l'offrir aux yeux du débat. Les limons de conscience sont à fleuve continu. Ce matin, ma joie rame sec, ce qui n'est pas plus sombre que de positiver à tout prix jusqu'à la dissonance à coups de selfie poétique. In petto, en son fort intérieur, poser ma main sur le plat, à plat sur le haut de son torse, juste au-dessus des seins. N'ayons pas peur d'être fleur bleue au milieu du tout blanc et du tout noir. Malgré le feu au ventre, j'essaie de ne pas quitter des yeux la nuance. Ni lâcheté, ni mollesse, ni excès de modération. Un soin sans cesse à refaire, tant il manque de charnière interne aux personnes qui pensent absolument avoir raison. Même leur ouverture aussi battante est coincée. Quoi d'autre sinon d'offrir à la nuance le gîte et le couvert. Au petit déjeuner, j'apprécie la confiture, celle préparée dans le vieux chaudron de cuivre familial, avec les cerises du jardin. Tout ça sur une biscotte. Ce n'est pas rien. Mes jours s'enchaînent comme ils peuvent, rythmés par une mélancolie blanche. Non pas la bipolarité, car il y a chez moi ce qu'on appelle en musique le continuo. Je le dis peut-être pas. Le continuo. Le continuo. Une basse continue. Je ne suis pas sûre d'avoir une nature disposée au bonheur, mais j'aime me donner du bon temps. Je pratique en apprenti l'art de la pause. La joie se déploie dans l'abondance du peu. Voilà. Et je fais la page de Calme-Fin. Oui, on va terminer par cette page-là, parce qu'elle nous renvoie à Camus et sans doute à notre rapport qu'on a avec l'écriture qui nous concerne quasi tous. Donc j'aimerais bien terminer sur ça et je lirai un petit passage. Je te laisse lire le dernier extrait. Quelques fragments de lucidité se frayent un chemin. Tellement de gens écrivent, ou plutôt font un livre, ce qui n'est pas pareil. Écrire seulement si on ne peut pas faire sans. La grande mare reçoit un lot de livres toujours plus abondants. Qui suis-je pour me distinguer ? Tout a déjà été écrit. Faut juste trouver sa petite place. Mais peut-être que la grande œuvre d'art a moins d'importance en elle que dans
l'épreuve qu'elle exige d'un homme à l'occasion d'un homme et l'occasion qu'elle lui fournit de surmonter ses fantômes et d'approcher d'un peu plus près sa réalité nue, écrit l'inaltérable Camus. Je n'ai pas attendu de le lire pour poser l'acte d'écrire au-dessus de mes écrits. Non pas la grande œuvre, mais un journal quotidien qui m'ouvre une plage de calme fin. Une page encore humide sur laquelle les phrases laissent des empreintes. Pas grand-chose sans cette respiration comme venue de la mer, du battement des vagues. Le rythme, encore et toujours lisse et complice, l'écriture, la marche, le jazz. Voilà, et donc j'en parle régulièrement à mes amis les plus proches. J'ai toujours, et de plus en plus en avançant, fait la différence, c'est ce que Camus dit, entre l'acte d'écrire, enfin pour moi c'est tous les jours, mais ce que ça peut nous apporter, et le fait de publier, pour moi c'est deux choses différentes. Et la question qui revient, et à juste titre, c'est publier, et d'ailleurs si je n'avais pas décidé de publier, je ne serais pas ici, c'est la question du partage, c'est le plaisir de partager. Et donc c'est vraiment pas facile. Donc je termine par ce petit extrait. Écrire, être lu, pas parcouru, c'est entrer dans la vie de l'autre qui, au gré de sa perception, me portera à son tour et me téléportera dans des lieux parfois très inattendus. Tant une lecture peut différer d'une autre, peu importe. Tant que l'émotion nous donne l'occasion de rebattre des ailes, juste une phrase dans tout un livre, une seule qui, telle une vague jetée sur le récif, s'élèverait en pointe et frapperait la digue de l'oubli à plein saut. Voilà, merci.